Vous me tenez informé pour le poser l'hélicoptère et tout le reste. Les avis préfecture comme d'habitude. La modification du code pénal a donné naissance à 2 délits nouveaux, la mise en danger d'autrui et le manquement délibéré. Ces nouvelles dispositions peuvent sanctionner tout responsable d'accident d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Depuis, les officiers de police judiciaire définissent tout lieu d'accident comme scène de crime. Pour la première fois, une caméra pénètre au cœur de la procédure judiciaire. 19h15. Le capitaine de CRS Richard Fossier arrive sur les lieux d'un accident sur l'autoroute A7. Les premières informations concernant les chances de survie du jeune motard ne sont pas bonnes. Quant à l'auteur des faits, il a pris la fuite. Les témoins pour les matriculations. Les témoins, je les ai. C'est bon, j'ai les matriculations du véhicule. Les témoins sont sur place. Non, il y en a un qui est parti et un qui est sur place. Un court instant, le capitaine de police s'entretient avec le principal témoin de l'accident, permettant ainsi à l'officier de se faire une première idée précise sur le comportement du conducteur recherché. Je vous donnerai le top pour la morgue. Je veux pour l'instant les coordonnées du magistrat. Est-ce que vous avez l'identification du véhicule en fuite? Renault Mégane. Écoutez, vous pouvez attendez, j'attends l'avis d'un médecin, ça ne devrait pas tarder, mais pour l'instant on va pas se bousculer. Quand la respiration a commencé à décliner, on a enlevé le casque avec les pompiers pour masser et ventiler tout de suite. Et malheureusement, ils sont en train d'arrêter, je pense, parce qu'ils n'ont pas de bons résultats. Vous donnez les coordonnées de l'auteur, vous donnez le numéro d'immatriculation donc du Renault Mégane à rechercher. Une diffusion a été faite de toute façon, il n'y a pas de problème, puisque je vais partir en interpellation pour chercher. Voilà. Au vu du type de l'accident, a priori, peut-être la vitesse, alcool point d'interrogation en tout cas, quelqu'un d'assez jeune, mort sûrement assez bêtement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à plus, sinon qu'il faut être toujours plus prudent. Voilà. Je viens pour l'aviser que je viens en flagrant délit interpeller l'auteur d'un accident mortel de circulation sur la circulation. Vers 21h15, accompagné par les brigades anticriminalité, le capitaine de police arrive au domicile du suspect pour l'interpeller. Dans le même temps, l'auteur des faits se présentait au commissariat de son domicile en compagnie de son épouse et de 3 de leurs 8 enfants. Allez, Van, ferme bien la porte. C'est nickel, hein? C'est bon. La boucle est bouclée. « 21h45. Le suspect est désormais en état d'arrestation. L'officier lui notifie ses droits et lui annonce sa mise en garde à vue immédiate. Oui, monsieur caméra. Oui, ça y est, il est interpellé. Il y a le côté donc ultra intéressant, c'est le côté gauche, vous avez vu, qui a frappé, tout tient là-dessus. Vous me le fermez, si vous pouvez, entre guillemets, me le protéger, ce serait bien. Aucun problème. Parce que le laboratoire va passer demain matin. Bon,
Après avoir interrogé le fichier central sur les antécédents possibles du suspect, le capitaine Fossier est informé d'une première condamnation en 1993 pour délit de fuite. Donc vous me le notez. J'attends que la visite et après c'est bon. Vous ne l'interrogez pas, je vais commencer à le prendre moi. Je regarde. Je regarde. Venez monsieur, une seconde. Oh, il frappe. Ouais, je sais bien, ouais, je comprends. Il regarde le proviseur, il a les yeux dedans. Et là qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que tu vois? Le type qui tombe. Ouais, Tu le vois ou tu le vois pas? Ouais, ouais. Tu le vois? Ouais, je le vois, bien sûr. Tu le vois tomber de quel côté? Quand je suis à la gauche, ouais, je vois sur la À ta gauche. Sur la gauche, Voilà. Alors, on voit les phares des autres qui arrivent. Hop, vous freinez, vous restez. C'est ce qui s'est passé? C'est ça? Je roule, il freine devant moi, j'ai un coup de volant pour le dépasser parce que je suis surpris. Mais oh putain, ils arrivent, hop, je reviens. C'est ça? Ouais, je reparti à part. Voilà. Voilà monsieur, bonne nuit. Regardez comme ça, et puis voilà, je suis parti, mais après. Oui, Oui. le motard il est mort. Mais c'est pas moi qui suis rentré dedans. C'est lui qui m'a rentré dedans. Il y a un témoin qui dit qu'il était derrière vous. C'est celui qui a relevé l'immatriculation. La voiture ne s'arrête pas, ça m'a horrifié. Là. Je pensais pas que ça pouvait se faire, mais il est devant moi en plus. Donc si j'ai pris le numéro d'immatriculation, c'est par colère même. C'est ce qui m'a fait ce qui m'a donné ce réflexe. Normal, hein, vous avez la flèche là. Vous avez donné un petit coup de volant à la gauche, vous êtes venu Voilà. un petit peu ici sur la gauche. Pas beaucoup, juste un peu. Pas beaucoup, hein, Voilà, on se rapproche voilà. pas, un petit peu. Hein, vous étiez là. Quand vous êtes Voilà, ici sur la voie de gauche, hein, le petit coup de volant, on est d'accord, la moto, c'est là qu'elle touche. C'est là qu'il m'a rentré dedans. Voilà, et bien voilà, on y est. Le moindre. J'avais la le 20e. On va le voir. Oui, tu peux passer 20 minutes avec la moto, une pièce, ouais. La parole, il ne s'est jamais rien passé. On est d'accord, chef? On est bon? Oh, je veux bien qu'elle m'en fait bien pour. Bon, on va s'octroyer une petite plage de... À la fin des 24 heures de garde à vue, le prévenu est présenté au substitut du procureur d'Aix-en-Provence pour être entendu sur les faits. C'est à la suite de cette confrontation que sera prise la décision de poursuivre ou d'abandonner les charges retenues contre l'auteur de l'accident. Il est détenu, c'est-à-dire qu'il est entre deux gendarmes, puisque les faits sont d'une particulière gravité, donc je le laisse détenu, il comparaîtra détenu devant le tribunal. On a quand même eu un mort sur la route et un mort commis en plus avec des circonstances qui rendent les choses encore plus détestables, qui sont une circonstance aggravante au regard de la loi, mais j'allais dire simplement une circonstance aggravante au regard de la morale. Il a pris la fuite, n'a pas porté secours à la personne. C'est après 1 heure de confrontation et après avoir décidé de le poursuivre que le substitut retrouve en salle d'audience l'auteur des faits en comparution immédiate. Voilà, donc le jugement vient d'être rendu. Monsieur a été condamné à 2 mois d'emprisonnement ferme, donc il part en détention ce soir à la maison d'arrêt de Luynes. Et ensuite, à l'issue de cette détention, il a une longue peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, donc il sera suivi par un juge d'application des peines, ce qui est conforme à mes réquisitions et à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Par ailleurs, le tribunal a prononcé l'annulation de son permis de conduire. Donc il devra repasser son permis de conduire et il ne pourra pas le faire avant un délai de 3 ans. Des amendes ont également été prononcées et par ailleurs les intérêts civils, donc les dommages et intérêts pour les victimes, seront prononcés lors d'une audience ultérieure par le tribunal correctionnel. Normalement ils vont nous ouvrir, on va rentrer. Vraiment, je veux le dire comme ça, je pense qu'on est un pays de sauvages. Voilà. Pour ça. On est un pays très civilisé par ailleurs, avec une culture, bon. Mais pour ça, vraiment, c'est pas possible, quoi. Donc ça peut pas continuer comme ça. Et il faut qu'on se rende compte que ça peut pas durer, pas possible. On peut pas se résigner à avoir ces milliers et milliers et milliers de morts. C'est pas possible, ça. Et année après année, ça continue à augmenter.
Chaque année sur les routes, les départements de France comptabilisent des centaines de morts et des milliers de blessés. À la vue de ces chiffres catastrophiques, les autorités ont décidé de réagir. Formation, information, répression. Il est annoncé clairement à qui veut l'entendre qu'il ne faut plus espérer la moindre indulgence sur nos routes. Une fois que routes. les conventions auront été signées avec les polices municipales, il est évident que la répression sera renforcée en s'appuyant désormais sur les nouveaux pouvoirs de ces polices municipales. Je fais à peu près 40 000 km depuis que je suis dans ce département, ça fait pas très longtemps que je suis là. Je vois des choses incroyables. Et je le vois tous les jours. Donc quand on me dit que j'invente et que je... Non, je le vois tous les jours. Très souvent, ce sont des irresponsables qui tuent des innocents, soit qui sont leurs passagers, soit qui se trouvent sur la route ou en face d'eux. Ça, c'est absolument abominable et tragique. Mais c'est une réalité. Quand quelqu'un a abusé de l'alcool, prend le volant et tue une famille, décime une famille, c'est un délinquant, c'est un criminel, c'est évident. C'est la vitesse et l'inconscience d'un père qui ont eu raison de la vie du petit Tommy, à peine âgé de 3 ans. D'accord. Le père de Tommy a perdu le contrôle de son véhicule, dans un virage, à plus de 90 km/h sous la pluie. Se mettre à plusieurs pour enlever le véhicule, pour pouvoir le dégager. Ça reste sceptique. Ça paraît totalement raisonnable de le penser. Le moteur, sous l'effet du choc, a été littéralement arraché de ce support et projeté à 6 mètres de là. D'ailleurs, on constate qu'il y a des parties entières, des parties pourtant métalliques, solides, qui ont été cassées, brisées, qui ont été cassées net sous l'effet du deuxième impact. Berceau du moteur. Puisqu'on a une ceinture. On a l'équipement de sécurité arrière avec les ceintures qui n'étaient pas attachées. Qui n'étaient pas utilisées. Et on peut constater qu'on n'a pas d'équipement à l'arrière style réhausseur. Ça confirme ce qu'on pensait, c'est-à-dire que le virage a été attaqué à une vitesse qui est plus proche des 100 km/h que des 70 annoncés initialement. Ça donne des frissons dans le dos quand on pense surtout à la cause de cet accident, c'est-à-dire une attitude imbécile. Voilà. Donc, on va aller voir sur les lieux pour mieux saisir voir la concordance entre les impacts et le site. D'accord. Il est 18h30, ça commence à être à peu près la tombée de la nuit. Le ciel est d'autant plus sombre qu'il est très couvert, les nuages sont nombreux. Il pleut de façon très abondante, ce qui masque davantage la visibilité et rend la chaussée glissante. Venant de cette direction, sortant de la ligne droite, il s'engage dans le virage à droite. Et là, a priori, à partir de ce moment, perd le contrôle de son véhicule, percute l'arbre. Au moment de la percussion, sous l'effet de la vitesse et de l'impact, la roue avant droite est projetée à 6 mètres dans le champ. Le véhicule tourne et en tournant, il bascule. Le conducteur est éjecté par la vitre avant gauche et tombe dans le fossé, c'est ce qui lui sauvera la vie. Le passager avant droit, lui, est éjecté comme par un lance-pierre par le toit ouvrant. Quant à l'enfant, lui, il est éjecté par la vitre arrière gauche. Il tombe sur la chaussée pendant que le véhicule est en train de tourner et le véhicule, en tombant, l'écrase. Quand on voit les lieux, on comprend le déroulement, on comprend la vitesse folle, on comprend l'inconscience de cette personne. Et ce sont des éléments qui ne peuvent pas ressortir, si bien fait fussent-ils, de clichés photographiques ou d'auditions par des enquêteurs. Il s'agit là, dans le cadre de notre enquête, d'une scène de crime. Le fait d'utiliser des termes impropres, accident, fatalité, etc., amène souvent une confusion dans l'esprit du public. C'est le même moment d'émotion que lorsque l'on est devant le véhicule et qu'on voit l'empreinte de son corps. Et on a beau être des professionnels, on ne peut pas s'empêcher effectivement d'avoir la gorge serrée, mal au cœur, surtout quand on est sur les lieux même du drame. Ouais. Vous roulez à combien? Moi je roulais à 80, j'ai regardé. J'ai regardé, je roulais à 80. Il m'a fait une queue de poisson, il devait être à 100, 110, facile. Franchement, et sur le coup, j'ai dit mais c'est pas possible, il passera pas dans les platanes à cette allure. En parlant mal, j'ai dit on va trouver du steak dans les platanes. Ouais. Parce que j'étais sûre et certaine que ça pouvait pas passer. Effectivement, quelques secondes après, moi qui entre dans les platanes, je vois des morceaux de voiture de partout. De loin, j'ai vu qu'il y avait un pompier qui passait par là au hasard, qui a essayé de ranimer le bébé, le petit garçon. Le docteur de ville est arrivé
pendant que justement ce monsieur était en train de faire du massage cardiaque au petit. Et au moment où il est arrivé, je pense que vu les signes qu'il faisait, vu les signes médicaux qu'il faisait, le petit était déjà mort. Était déjà mort, ouais. Il n'a plus que constater le décès, quoi. Voilà, il me semble. De tous les jours que je passe dans les platanes, je vois toutes les fleurs là qui sont accrochées aux platanes. Je pense à la mère, je pense à l'enfant. Un accident. Je savais là que mon fils était mort. Pourquoi c'est le sentiment de la maman? Pourquoi vous vous dites ça? J'ai appelé sur son portable et je lui ai dit, vu l'intonation de sa voix, je lui ai dit mon fils et il m'a dit j'arrive, j'ai compris que mon fils était mort. Par téléphone j'ai compris, je me suis mise à hurler. Déjà. Tous mes petits hurlaient à la maison, je veux dire, c'était... On savait que mon fils était mort. Et j'ai dit, moi, s'il y avait eu l'alcool, je l'aurais tué, je ne l'aurais pas laissé vivre. Vous parlez plus? Mais on a du mal à communiquer. Je veux dire, parce que moi, pour moi, je veux dire, c'est lui qui conduisait. C'est lui qui m'a enlevé la vie de mon fils. Il est parti avec sa petite casquette. J'ai plus que sa casquette maintenant. Il faudra être forte. C'est dur. C'est dur. On a plus envie de le rejoindre que... Il était plein de joie et... C'est sûr, il nous a donné que du bonheur, ce petit. Vous gagnez en puissance avec ça? On ne gagne pas en puissance. Du moins en puissance. Vous avez moins de retenue dessus. Vous avez fait attention si votre passager s'était attaché ou pas? Non, je n'ai pas fait attention à ça. Néanmoins, j'avais confiance parce que j'avais les bons pneus, c'est ça? J'étais bien équipé. J'étais bien équipé, j'étais surblessé, il y avait 4 connies, il y avait les bons pneus, il y avait tout pour... Tout pour tenir la route. Pour tenir la route, voilà. C'était pas une voiture, je veux dire, que vous fassiez du 110 ou du 120, partez comme ça, comme rien, c'était une voiture qui était bien équipée, c'était une voiture comme une voiture de rallye. Hein. C'était toute montée. Hein. D'abord, si vous l'avez vu, la voiture, vous avez dû la voir. Hein. Je l'ai vu en photo, c'est vrai que j'ai pas trop fait attention. Équipé de, qu'est-ce que j'avais dit, Koni? 86 heures Koni, donc si vous voulez, la voiture, elle ne flotte pas comme ça, elle est toujours calée. Une petite sœur. Comme un 4, pareil. Koni, c'est avec un K, hein? Un K, ouais, c'est ça. 86 heures Koni. C'est ça, quand vous voyez des jeunes qui ont des voitures comme ça, qui ont le permis, juste le permis, c'est normal qu'ils s'en plaignent. Est-ce que vous lui avez parlé comme vous avez parlé, que vous vous sentiez responsable? Est-ce que vous osez lui parler ou pas? J'osais pas parce que j'ai tué son petit, hein. J'ai tué mon fils et j'ai tué son enfant. C'était pas à lui appartenir, c'était à moi. Hein. Allez discuter avec elle, prenez 2 minutes, du temps moi je fais la mise en page. Vous discutez avec elle, vous dites que vous avez la possibilité, que c'est pas obligatoire, mais si vous voulez qu'il y ait un avocat pour des conseils. Donc il reconnaît effectivement plus ou moins que ses responsabilités, qu'il roulait trop vite, qu'il avait pris son véhicule dans le but de montrer ses capacités à lui, et puis un petit peu d'épater le passager, quoi. Il est parti dans ces circonstances-là, il a pris conscience que bon, il a tué son fils, c'est pour lui. Donc, c'est bien. Je me suis entretenu un long moment là, avec son épouse au moment où je partais. Et c'est un peu ça qu'elle attendait. Elle m'a dit ce que j'espère de cette audition, c'est que bon, ça ne changera rien, ça ne fera pas revenir notre gamin, mais c'est qu'au moins ils reconnaissent sa faute parce que ça simplifiera quand même la relation entre nous. Ben, c'est très bien ça. Voilà. Très bien. Vous êtes venu ici à ma demande, librement, avec votre épouse. Vous n'êtes pas venu avec des menottes entre 2 gendarmes parce que j'estime que les circonstances ne justifiaient pas cela. Vous êtes dans le cadre de ce qu'on appelle une comparution par procès verbal, c'est-à-dire que je vais vous notifier les 2 infractions que je vous reproche. Je ne poursuis les accidents de la circulation que lorsqu'il y a des fautes particulières, de l'alcool, ce qui n'est pas votre cas,
ou ce qu'on appelle un manquement délibéré. Et ça, c'est votre cas. Votre enfant n'était pas attaché, et malheureusement, on sait que c'est certainement l'une des causes principales de son décès. Restez. Oui, enfin, sauf si ça vous dérange. Mais... si vous souhaitez. Bien, madame. Alors, de là, si vous voulez... Je vais vous dire une chose, j'ai perdu mon fils. C'est la plus grosse douleur que je puisse avoir. C'est évident, madame. Je veux dire, mais je vous assure, sur mes trois enfants qui me restent, ma petite sœur que j'élève, s'il y a encore quelque chose, là, j'en peux plus. J'arrive à un stade. Hier, on a re-enterré mon fils. Parce Vous m'avez expliqué. Il arrive encore un ça, c'est moi qui me fais péter la tête. Au même arbre que mon fils. Ça, je vous le jure. On n'en peut plus, ça fait des mois que c'est moi qui ça dure. Il s'agit pas de ça, madame. On est arrivé à une situation, si vous voulez, en matière de délinquance routière qui est de la folie. Vous avez entendu, tout comme moi, ce qui s'est passé pendant le week-end. Non, madame. Pendant le week-end de Pâques, le week-end du 1er mai. On a eu 200 morts. On n'a pas 200 meurtres pendant 6 jours. Et malheureusement, si vous voulez, ce n'est pas le cas de votre mari. C'était un cas, je dirais, parmi tant d'autres. Depuis le début de la semaine, madame, c'est la 3e fois que je reçois des gens dans des situations comme ça. Il est responsable, on le sait tous qu'il est responsable. Mais je sais, il le dit lui-même. Mais oui. Il le dit lui-même. C'est pas parce qu'on reconnaît sa responsabilité qu'il faut haïr quelqu'un. Je lui reproche d'avoir tué mon enfant, certain. J'en ai rien à foutre, il peut aller en tôle, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, moi j'ai perdu ce que j'avais de plus cher. Vous avez 3 enfants et une petite sœur qui ont besoin de vous, madame. Oui, mais ils seront placés. Eh ben non. Ils seront placés, j'en ai rien à foutre. Moi, un placement, vous le savez très bien, ça remplace pas une maman. Mais ça fait rien. Moi, je veux dire, j'ai perdu la moitié de mon cœur et je vais me rejoindre comme c'est leur histoire. Mais je ne verrai plus rien et au moins vous ferez tout ce que vous voulez. En avez... Non, mais moi je fais rien par rapport à ça. Madame, c'est pas le vôtre à titre personnel, mais comprenez que dans la fonction qu'est la mienne, moi c'est mon souci. Oui. C'est sûr, c'est pas votre fils qui a été tué, c'est certain. Ça peut arriver, madame. Oui. Ça peut m'arriver demain. La délinquance routière, elle épargne personne, madame. Il y a des familles, si vous voulez, qui sont massacrées à cause de la route. Et il y a des gendarmes, il y a des magistrats, si vous voulez, qui en ont quelque part aussi ras-le-bol de voir quotidiennement ce genre de massacre. Voilà. Ce sera ici, au tribunal? Oui. Mais bon, vous verrez ça avec votre avocat. Bien. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Est-ce qu'on doit considérer cet homme comme n'importe quel délinquant et donc appliquer de manière brute la loi telle qu'elle est prévue, ou est-ce qu'on doit tenir compte des circonstances, tenir compte du fait que c'est malgré tout quelqu'un qui a déjà été lourdement puni par la vie, par les conséquences qui ont découlé de ses actes, quelqu'un qui bien évidemment tous les jours est confronté à, d'une part, un sentiment de culpabilité qui est là, qui restera à vie, ce sentiment de culpabilité, et d'autre part, la question qu'il se pose tous les jours, de savoir comment il a pu en arriver à cette situation-là, comment cet enchaînement d'éléments ont permis qu'il se retrouve dans cette telle situation. Il a tous les jours à faire face à la vue de son épouse, à la vue de sa famille. C'est le préjudice extrême. Et là, dans un dossier comme ça, il n'y a pas de fatalité. Je crois que c'est encore plus terrifiant. On est à la limite du comportement volontaire, du comportement criminel, en quelque sorte. Quand on a eu le regard de cette femme, en fait, les regards, premier regard rempli de larmes, je me souviens, on était dans la sortie de la brigade de gendarmerie et elle me sortait l'album photo de son petit gamin. Et moi, j'avais en tête l'image sur la carrosserie du bon moment du corps du gosse. 1 an d'annulation de permis et 2000 francs d'amende. C'est la peine à laquelle le prévenu a été condamné en correctionnel. Maintenant, son épouse lui demande de quitter le domicile conjugal et entame une procédure de divorce. Ceux qui ne voient dans les règles que des contraintes vis-à-vis de leur liberté sont finalement des égoïstes profonds, des gens
qui pensent qu'eux sont compétents, qui ne sont pas dangereux, ils ont pu faire beaucoup de kilomètres sans accident. Il n'empêche qu'en s'affranchissant du respect des règles, ils ont des attitudes qui mettent en danger les autres. Ça paye, hein, la répression paye. C'est-à-dire que le mécanisme qui apaise le comportement des gens, c'est la probabilité perçue d'être détecté. C'est-à-dire que tant que cette probabilité tombe en dessous d'un certain seuil, tant que chacun de nous se dit « oh, de toute façon, j'ai peu de chance de tomber sur un contrôle », on n'arrivera jamais à faire des progrès. Le gouvernement, il fait des lois. Nous avons des lois qui sont très répressives, hein, qu'on a durcies encore avec Jean-Claude Guessot. On a beaucoup travaillé ensemble. On va avoir bientôt d'ailleurs un décret qui va sortir pour réprimer l'usage des stupéfiants, pour faire un dépistage systématique de l'usage des stupéfiants comme on fait pour l'alcool. Mais il faut savoir que c'est un problème de culture, un problème de comportement de chacun. Vous voulez que je vous accompagne ou je vous laisse faire, messieurs? Alors, on va juste rester comme ça. Au petit matin, après une nuit de contrôle d'alcoolémie, le substitut du procureur de la République, Lionel Mathieu, et le capitaine de gendarmerie Jean Gouvard sont doublés à plus de 140 km/h sur la départementale 977 à l'est d'Avignon. Débute alors une course-poursuite. Ouais, 150, c'est peut-être un véhicule volé. Ça. On va l'intercepter en direction de Vaqueras, là, on va lui couper la route. Ah, il est rentré dans Violès. Il me semble qu'il a pris sur le petit chemin à droite. Attention derrière. Encore là, il me semble que j'ai aperçu un véhicule. Ah, il est là. Il doit pas être tout à fait sûr, le gars. Allez, tourne. « 9882 84. Il va quand même pas continuer. Ah si. Vous vous mettez de l'autre côté. Non, restez dans le véhicule. Restez, asseyez-vous. Rentrez, vous. Allez-y, rentrez, asseyez-vous. Les mains sur le véhicule. Vous m'expliquez la vitesse à laquelle vous roulez, pourquoi vous n'êtes pas arrêté? On rentre chez nous. Les véhicules. Et pourquoi vous avez coupé les feux du véhicule? Les papiers. Dommage qu'on n'ait pas un alcotest. Non, on va l'emmener. Les papiers du véhicule. Je t'emmerde, moi, connard. C'est pas qui j'ai à faire. Tu sais pas que je vais y, je vais toucher, connard. Attendez. Non, général, le cul, c'est où? Attendez, vous regardez. J'avais ici, ça déconne. Bon, alors. Flingue-moi, vas-y, ça fait plus tard. Ça fait plus tard, je t'en place. J'habite ici, ça déconne, tu fais le beau. Et la maison, tu vas faire le beau. Elle est boule. Tu vas faire le beau. Bon, attendez, je vais. Je t'en platerai, ça déconne. Attends, il faut les beaux et les bougnoles. Il faut chier. Toi, tu vas au citoyen, tu fais ici. Tu es chez toi, ici. Monsieur, donnez-moi les papiers du véhicule, je suis pas sûr que le véhicule est à vous. Des papiers. Il va voler, non, ici je vais voler. Mon connard. J'ai une fois que je fous ma fille, ça déconne. T'as une cuisse, je vais me plastrer, ça déconne. Montre tes papiers. Montrez vos papiers. Montrez vos papiers. Arrêtez, monsieur, ça va mal se finir. Je vais niquer ta gueule, ça déconne. D'accord. Ouais. Détail entre nous, est-ce que vous avez pris contact avec le capitaine Gouvard? Oui, je me suis excusé hier. Très bien. Enfin, ça, vous n'en avez peut-être pas eu conscience, mais moi je peux vous dire, vous êtes tombé sur un gars je sais, parce que d'un professionnalisme et d'un calme. J'y réfléchis après, Ce que je vais vous dire, il avait toutes les raisons de vous foutre une tronche au carré pour vous calmer une bonne fois pour toutes. Hein. Et là, moi, j'avoue que j'ai été impressionné de la maîtrise dont il a fait preuve pour gérer ça. Tant mieux, tant mieux. Je ne pense pas que vous aurez de l'emprisonnement ferme. Vous aurez la prison avec sursis, c'est certain. Vous aurez une peine d'amende, c'est certain. Vous aurez
une suspension de permis de conduire certainement importante, c'est certain aussi. Hein. Mais pour un premier passage, parce qu'il n'y a pas de blessés, parce qu'il n'y a pas de mort, bon, on considérera, je pense, les faits à cette hauteur-là. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si jamais vous vous remettez dans cet état, là oui, là il n'y aura pas de discussion possible. Hein, il n'y aura pas de discussion possible. L'individu qui conduit en état d'ébriété, qui conduit à une vitesse excessive et inadaptée au réseau routier, est un délinquant. Celui qui franchit un feu rouge, qui ne respecte pas une priorité, est également un délinquant. Ça, il faut absolument qu'enfin chacun le prenne bien en compte. L'exemple de Grégory est également intéressant. Grégory, qui par ailleurs est un garçon plutôt calme, voire sympathique, a eu un comportement de délinquant le soir où nous l'avons intercepté. On ne peut pas accepter que quelqu'un conduise sous l'emprise de l'alcool à une vitesse de plus de 150 km/h avec des passagers à son bord, sur une route où il va, même si l'horaire était tardif, croiser d'autres véhicules. C'est inacceptable. Grégory a fait le choix de prendre un avocat pour assurer sa défense en correctionnel, lui et sa mère redoutant avec angoisse une peine de prison ferme. Vous trouvez quand même dans une situation de cumul d'infractions graves qui aurait habituellement dû se terminer en détention. L'autorité judiciaire qui était surprise de votre comportement a eu une réaction relativement peu fréquente. Hein. Habituellement, ce genre de comportement, c'est immédiatement la cellule de dégrisement, ensuite le placement en détention, un jugement immédiat avec une sanction relativement lourde. Est-ce que vous en avez conscience aujourd'hui ? Oui, je suis conscient. Depuis le décès de ton papa, depuis tous les événements familiaux que tu as vécus, le départ de ta concubine, les problèmes de garde d'enfants, tu as été mal, et en étant mal, tu as envisagé de poursuivre un traitement d'ordre psychiatrique. Peut-être que le mélange entre les traitements que tu avais et l'alcool a entraîné ce comportement-là que tu souhaites ne plus jamais exister en toi. Hein ? Et il faut absolument, si tu veux, que le tribunal ressente bien cette situation-là. Il va falloir que tu te places dans une situation un peu de mise à nu et donc que tu racontes ce qui t'est arrivé. Parce que si tu ne le racontes pas, on ne va pas le comprendre. Et ça va passer vraiment pour un fait divers grave. Si tu le racontes, les gens vont peut-être, comme le substitut qui a été à l'origine des poursuites parfaitement compréhensif, il y aura un message qui est susceptible de passer. Hein. Oui. Faites pas trop de soucis. Vous savez, c'est là, je sais. Le premier temps de sa délinquance est un temps de délinquance routière. L'absence de respect des règles de droit, qu'il s'agisse du délit de fuite, qu'il s'agisse des violences sur autorité de la force publique, constitue des infractions graves. Il y a des gens qui se trouvent en situation de délinquance pour le plaisir, pour la volonté de jouer, de s'amuser. Lui, il ne se trouve absolument pas dans cette situation-là et c'est en quelque sorte un mode d'expression de sa souffrance. Et je pense que devant les juridictions, les gens qui souffrent ont plus de chances d'être écoutés que ceux qui poursuivent un jeu dangereux. J'ai bu 4-5 pastis à l'apéritif, j'ai dû boire 2-3 verres de vin et 3-4 verres en discothèque. Finalement, c'est une soirée normale, ça. C'est une soirée normale, sans plus. Mais bon, comme je suis sous traitement depuis le mois de février, je n'étais plus habitué, enfin, je ne buvais plus jusqu'à cette soirée-là. Et donc, à rentrer en discothèque, comme je me sentais le plus à même à ramener la voiture, c'est moi qui ai décidé de conduire. Il était tard, le lendemain, on avait un tournoi des jeunes, parce que je m'occupe d'une équipe de jeunes. Donc, j'ai voulu rentrer assez vite. Et donc, c'est là où j'ai doublé les gendarmes en arrivant pratiquement chez moi. Je sais que je roulais vite, mais à l'allure où j'ai doublé, je ne saurais pas le dire. C'est une ligne droite, je connais la route, j'ai pas fait attention. Mais pour moi, je sais que il aurait pu m'arriver quelque chose, tuer mes camarades. Après coup, j'ai réagi à ça, parce que déjà je leur ai fait peur. J'ai eu de la chance, malgré tout, qu'il se soit rien passé. J'ai commencé à paniquer quand j'ai vu l'arme. Le capitaine de la gendarmerie m'a demandé de sortir mes papiers. Où là, je trouvais pas les papiers, j'étais paniqué.
Et d'un coup, ben, j'ai explosé. J'ai explosé. De toute façon, mon médecin m'avait prévenu déjà que l'alcool avec les médicaments serait incompatible et que ça risquait de me rendre beaucoup plus agressif. Donc en fait, c'est ce qui s'est produit. Qu'est-ce que vous attendez de votre jugement? La clémence. Comptez pas, on va pas avec vous plaisantez, vous êtes là. Bon courage. Merci, madame. D'accord. Ouais, parce que Marseille, Prison avec sursis, annulation de permis de conduire et amende. Le président du tribunal de Carpentras a accordé à Grégory les circonstances atténuantes, prenant ainsi en considération le contexte familial et le casier judiciaire vierge de l'auteur de l'agression. Votre réaction? Mais j'ai trouvé qu'il avait été indulgent avec moi. Et alors? Je suis content du jugement rendu. Et je peux vous assurer que ça ne se reproduira pas. Et puis il y a lui, qui est taillé au niveau du cœur, comme il est d'ailleurs taillé au niveau du physique, qui a la charge d'un frère handicapé, qui a une situation conjugale torturée, difficile, douloureuse, et qui s'effondre en larmes devant le procureur. La conduite en état alcoolique, c'est le type même de mépris des autres. De mépris des autres et finalement de caractère criminel. Parce qu'un criminel qui tue avec un pistolet, avec un poignard, etc., il a quoi finalement au fond de son cœur? L'agressivité et le mépris des autres. On trouve exactement les mêmes caractéristiques chez celui qui conduit et puis qui détruit des vies et qui détruit des membres de corps humain, chez le chauffard et l'alcoolique des routes, qui est en train de nous prendre, je le répète, en otage. On évalue à près de 40% les accidents mortels où l'alcoolémie est en cause. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est une campagne qu'il faut absolument entendre. Quand on a bu, on ne conduit pas. Ni hasard ni fatalité. L'inconscience a encore tué ce jour-là sur la départementale 31. Inconscience d'un conducteur qui s'endort au volant avec plus de 2,60 g d'alcool par litre de sang, ne laissant aucune chance à ses 3 victimes âgées de 63, 40 et 13 ans. 3 générations d'une même famille fauchées en moins d'une seconde. Voilà un garçon qui a déjà été condamné pour une conduite à état alcoolique. C'est un garçon qui boit régulièrement, il l'avoue et quasiment le revendique. Il précise même qu'il est, lorsqu'il boit, incapable de s'arrêter. Le jour de l'accident, il a fait plusieurs bars pour s'enivrer d'une façon totale. Et là-dessus, il prend le volant de sa voiture. Tout est réuni pour qu'on fasse un massacre. Et ce massacre-là, on l'a. J'ai une femme qui est définitivement handicapée. Son frère qui n'en peut mais, qui la voit souffrir dans un centre à Marseille, sans espoir de récupération. J'ai une grand-mère idolâtrée par une petite fille handicapée qui ne sera plus jamais là. Et j'ai une petite fille handicapée qui ne sera, outre son handicap nouveau, né de l'accident, qui comprendra peut-être que très difficilement que sa mamie adorée ne sera plus là. Je dis, oui, monsieur, vous êtes un délinquant. Parce que vous ne pouvez pas ignorer, qu'en vous comportant comme ça, en l'ayant déjà fait auparavant, vous ne pouviez pas ignorer que vous créez systématiquement les conditions pour un accident. Ce n'est pas un hasard, c'est une construction presque méthodique pour mettre sur pied une véritable bombe.
J'ai vu passer ma fille sur un brancard, couchée sur le côté. Là, on m'a laissé rentrer, mais je n'ai pas pu l'approcher. J'ai pu voir ma mère, qui m'a demandé des nouvelles de ma fille, puisqu'elle était consciente. Elle souffrait, mais elle était consciente. Je savais qu'il y avait eu un traumatisme crânien. Je savais qu'elle a eu l'abdomen qui avait eu un coup et les jambes. Quand j'ai appelé donc les urgences à la Durance pour ma mère, on me dit qu'elle était en réa. Que son état s'était aggravé dans la nuit, qu'à 2h du matin, ils ont dû l'opérer en urgence de l'intestin, puisqu'elle a eu une perforation de l'intestin grêle avec hémorragie abdominale et péritonite infectée, que tout s'était bien passé, mais que la tension ne remontait pas. Et c'est là, à ce moment-là, qu'à 8h15, le téléphone sonne et que le docteur des urgences m'appelle de Avignon en me disant de venir voir, ma mère était au plus mal. Alors c'est là que j'ai demandé au médecin si c'était pulmonal ou final. Il m'a répondu que c'était final depuis 5h35. Voilà. Dans la journée, mon frère et ma belle-sœur ont organisé les obsèques. Je suis partie à la Timone pour aller voir ma fille en réa. Oh, je l'ai vue 5 minutes, même pas, parce que bon, elle ne bougeait pas, elle ne réagissait pas. C'était que des machines qui travaillaient pour elle. J'y suis retournée le jeudi, et là on m'avait dit que la gamine avait bougé un bras. Mais bon, un sursaut. Bon, signe d'espoir, puisqu'on m'a dit, vous savez, puisqu'elle est trisomique, le problème c'est qu'il faut attendre son réveil pour savoir si elle sera comme avant ou si elle aura des lacunes au niveau parler, au niveau mémoire, au niveau beaucoup de choses. Et effectivement, le vendredi après-midi, quand je suis arrivée, ça a été un grand sourire. Bon, bien sûr, avec tout ce qu'elle avait eu dans la bouche, les 6 jours de déshydratation, tout ça, donc elle n'arrivait presque pas à parler, mais elle m'avait reconnue, avait reconnu sa tante. Mais bon, elle a réintégré la maison, et c'était maman qui me l'a gardée. Pendant les vacances, c'était maman qui me l'a gardée. Maintenant, il s'avère que je n'ai plus maman, mais mon problème, il est là, je veux dire. Je vais avoir de gros problèmes de garde. Et surtout, je réalise maintenant que j'ai plus maman. La prison lui a fait prendre conscience de la nécessité d'une sanction. Et elle lui a aussi permis de rencontrer un psychologue et de se prendre en charge. Le bar des Vaillants est loin, là? Le bar des Vaillants, il est à peu près à... Oui, à peine, moins de 3 km en tout cas. Donc c'est le dernier qu'il a fait après... C'est le dernier dans lequel il a consommé de l'alcool. Et il s'est engagé sur cet axe, cette route qui est relativement étroite. Et là, il s'est déporté sur la gauche. Alors vous pouvez constater que certes, la chaussée est étroite et que ça exige de la part de chaque conducteur qu'il tienne bien sa droite au moment de croiser un véhicule. Lui, au contraire, il s'est déporté complètement sur la gauche et est venu chercher sur sa voie de circulation le véhicule venant en sens inverse, sans aucune raison. Le véhicule venant en sens inverse a freiné désespérément en espérant que le véhicule allait reprendre sa marche de circulation normale. Alors là, je comprends mieux maintenant, c'est encore les... Là, on a encore des morceaux de plastique effectivement de l'accident qui sont là. Et ces éléments sont fondamentaux puisque ça fait partie de ces dossiers où on a de témoignages que de l'auteur. Exactement. Enfin, et d'un témoin qui suivait, puisque au jour d'aujourd'hui, aucune des victimes n'a été... on n'a jamais pu entendre quiconque dans ce dossier. Non, en raison de la gravité des blessures. Il aurait beaucoup de mal à nous mentir puisque nous avons retrouvé beaucoup d'éléments qui nous permettent de déterminer avec précision le point d'impact entre les véhicules. Dès lors, il sera très difficile de dire que c'est l'autre véhicule qui s'est déporté sur sa gauche pour venir le chercher sur sa voie de circulation. Vous avez trouvé le courage de venir? Oui, parce que je ne suis pas seule à venir. Maintenant, c'est à lui à assumer.
Faisons silence pour les victimes, c'est l'hommage que je veux pour elles. Mais pour la défense, il y a des mots. Sachons les écouter et les comprendre. C'est un malheur qui enchaînera à chaque instant la vie de mon client et ne le quittera plus jamais jusqu'au soir de sa mort. Là sera sa plus lourde condamnation. Elle a vu arriver la mort en face. Non, Monsieur le Président, je ne viens pas ici réclamer de l'argent. Le seuil de douleur est dépassé. Mes clients vivent maintenant dans la souffrance la plus absolue. Vous n'êtes pas un assassin et un criminel au sens juridique du terme, monsieur, mais vous n'en êtes pas loin. Je demande 3 ans de prison, un suivi psychologique obligatoire et l'annulation du permis. Ma vie, je dirais, elle a basculé quand on m'a appris, et là c'était en garde à vue, qu'une personne était décédée. On peut être conscient des prises, de la prise de l'alcool, mais jamais vous pensez déjà à l'accident et ensuite aux circonstances que ça peut avoir. J'ai jamais caché la vérité et je la cacherai pas, quoi. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait une erreur très grave et je me mets à la place des victimes parce que je serai à leur place. C'est normal qu'ils m'en veulent, quoi. Même si c'est une chose qui est inexcusable, j'ai envie de m'excuser quand même. J'ai envie de dire je m'excuse pour ce que j'ai fait. Ça me paraît important. Même très important. C'est une chose qu'il faudra que j'assume toute ma vie, dans tous les cas. Donc je pense qu'en sortant de prison, j'aurai une vision différente des choses, dans tous les cas. Mais il faut assumer et je l'assume, quoi. J'assume ma responsabilité. Mais c'est de ma faute, quoi. Je peux en vouloir qu'à moi-même. C'est cher payé parce qu'il y a une femme qui est décédée, il y a une famille qui est cassée, 2 familles même, puisqu'il y a notre blessé gravement, la petite s'en est sortie heureusement, quoi. Et vis-à-vis de moi-même, quand on prend du recul, c'est vrai que je m'en veux énormément, quoi, sur cette journée-là. Ses remords, ses visages, tout ce qu'il aura vécu en prison, tout ça, que bon, mais ça lui sert de leçon. On ne peut pas se départir de l'image de cette voiture broyée, de l'image de ces corps, et qu'on sait que derrière, il y a une famille. Tout le monde est au même niveau. Personne ne peut avoir la prétention, et surtout, est-ce qu'on aurait la prétention, en regardant une victime les yeux dans les yeux, de dire « moi, jamais ». C'est vrai que ce qui est absolument fou, c'est que toute personne qui prend un volant, pour les raisons les plus diverses, mais qui se ramènent toutes à une dimension d'égoïsme, à une dimension de mépris des autres, peut devenir un délinquant, un vrai délinquant, un véritable délinquant.